bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une pièce de théâtre appelée La formation de l'ULB, donc en 1831. Alors, à l'époque, elle s'appelait l'Université libre de Belgique. Alors, dans la distribution des rôles, nous avons Nicolas Friand qui jouera à la fois le rôle de Sterckx, donc qui est le futur archevêque de Malines, et qui jouera aussi François Verhagen, le frère de Théodore Verhagen, de Pierre Théodore Verhagen, qui sera joué par moi, et qui est le franc-maçon qui décida de créer l'Université libre de Belgique. Et ici, Quentin van Rossum jouera le rôle du narrateur. Voilà. Donc maintenant, on va commencer la pièce à proprement parler. Alors, depuis la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, la Belgique est dépendante de la Hollande sous la domination du prince Guillaume d'Orange. Les Hollandais imposaient une constitution, des conditions de vie et des injustices scandaleuses envers les Belges, considérés alors inférieurs à eux. Le 4 octobre 1830, la Belgique est déclarée indépendante par le gouvernement provisoire formé le 26 septembre 1830. Nous allons à cet instant vous parler d'un personnage très important, j'ai nommé Pierre Théodore Verhagen. Trouvez-vous cela normal que nous devons plaider en hollandais? Trouvez-vous cela normal que sur 270 fonctionnaires de l'intérieur de la justice, il n'y ait que 11 Belges? Vous trouvez cela normal que, pour avoir un accès à un emploi, nous devions parler le néerlandais? Mais en Belgique, qui connaît le néerlandais? Nous allons cependant revenir à ce personnage et ses idées pour le moins importantes un peu plus tard. Tout d'abord, nous allons faire un peu d'histoire. Le 4 novembre 1830, une importante réunion s'organise à Londres sur l'avenir de la Belgique. Les grandes puissances sont réunies et elles décident enfin de reconnaître la Belgique indépendante le 20 janvier 1831. L'article 6 de la Constitution belge proclame que tous les Belges sont égaux devant la loi. Le 4 juin 1831, le prince allemand Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha devient Léopold Ier, premier roi des Belges, et il prête serment le 21 juillet 1831. Voici, Excellence. Voici le projet sur lequel nous travaillons en accord avec les libéraux. En principe, c'est là-dessus que l'opinion nationale doit se prononcer. Quand? Dans une semaine, début février au plus tard. Et qui gouverne notre Constitution? Un roi, bien entendu. Voulez-vous mon avis ou celui du Saint-Père? D'abord le vôtre, Excellence. Si vous voulez mon avis, Sterckx, vous vous y prenez très mal. Si les intérêts de la religion étaient mieux défendus, nous n'en serions pas là, n'est-ce pas? La situation n'est pas si simple. Nous espérions nous débarrasser des Hollandais, et c'est fait. Maintenant, nous sommes obligés de pactiser avec ces infâmes libéraux. Mais ne vous en faites pas, ils n'iront pas au paradis. Vous avez raison, Sterckx. D'ailleurs, l'homme n'est pas libre lorsqu'il fait ce que bon vouloir. L'homme, en vérité, n'est libre que lorsqu'il peut faire ce que Dieu lui ordonne. Donc l'homme n'est libre que lorsqu'il obéit. Parfaitement, Sterckx. Quelques mois plus tard, le Parlement a voté des lois permettant aux catholiques de créer leurs propres universités, leurs propres écoles. Ils veulent créer leur propre université. À présent, pour un peu s'étendre sur le sujet de l'Église, ou plutôt sur la situation religieuse à l'époque, je vais définir ce qu'est l'unionisme. En fait, l'unionisme est un mouvement politique qui, à cette époque, prenait l'union entre les catholiques et les libéraux contre les occupants hollandais. L'unionisme a été scellé entre 1827 et 1828. Je vais aussi définir ce qu'est le libéralisme.
Le libéralisme est en fait un courant de pensée de philosophie politique, né d'une opposition à l'absolutisme et au droit divin dans l'Europe des Lumières, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, et qui affirme la primauté des libertés et des responsabilités individuelles sur le pouvoir du souverain. Il repose en fait sur l'idée que chaque être humain naît avec des droits fondamentaux. L'enseignement. Nous sommes parvenus à imposer dans ce projet l'enseignement. À partir de demain, nous pourrons ouvrir nous-mêmes nos propres écoles, nos collèges et voire nos universités. Et tout cela garanti par la Constitution. Vous n'aurez pas un florin pour cela, monseigneur. Article 117, mon Excellence. L'État prend en charge le ministre du culte. C'est l'État qui a du souci à se faire. Car si demain, les caisses de l'État sont faibles, nous sommes des créanciers prioritaires. Donc, vous voulez dire que pendant que nos enfants seront éduqués dans la crainte de notre Seigneur, les petits Belges, eux, seront éduqués dans l'erreur et le mensonge? Bien sûr que non. Ils seront eux aussi éduqués par des catholiques et dans la crainte du Seigneur. Par des laïcs? Non, des religieux. Vous vous croyez déjà archevêque de ma ligne, monseigneur? Je n'espère rien pour moi-même, votre Excellence. N'oubliez pas que tout cela est très important pour vos élections, Sterks. Février 1831, le Congrès national vote le projet de constitution. Au même moment, un nouveau pape est élu sous le nom de Grégoire XVI. Il lâche les chiens de ses États sur les libéraux et Sterks est nommé archevêque de Manille. À présent, revenons à Dragon, ce personnage avec beaucoup d'idées. Tout d'abord, sachez qu'il est franc-maçon. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Donc, la franc-maçonnerie est à l'origine une fraternité religieuse de maçons anglais du XIIe siècle, et c'est un mouvement universaliste aux objectifs éthiques et humanistes œuvrant pour le progrès de l'humanité, avec un idéal de fraternité et de solidarité. La franc-maçonnerie est organisée aujourd'hui en différentes loges et est fortement ritualisée. Les francs-maçons agissent de manière discrète et non secrète, comme beaucoup se plaisent à le penser. Mon frère, que fais-tu seul dans ta chambre? Cela fait plusieurs jours que tu n'es pas sorti de cet endroit malsain. Je réfléchis, François. À quoi, Pierre? À un gouvernement qui est de plus en plus unioniste. Tu voudrais... Qu'est-ce que tu proposes? Tu voudrais revenir à la Chambre et faire triompher tes idées libérales en espérant faire tomber le gouvernement unioniste? Non, il est beaucoup trop tôt pour cela. Trop tôt? Oui. Le clergé, lui, est beaucoup plus organisé. Mais nous ne sommes pas prêts pour tenter quoi que ce soit. Es-tu sûr? Eh bien, il y a la maçonnerie, mais... La maçonnerie? Je suis sceptique. Pourquoi donc, François? La maçonnerie n'est pas un mouvement politique. Elle n'est pas hiérarchisée. Et ses membres ne sont pas tous anticléricaux. Alors pour toi, la maçonnerie n'est qu'un un club de bourgeois qui s'empiffrent? Peut-être. Peut-être que tu as raison. Mais je veux que cela change, figure-toi. Il fut un temps où la maçonnerie avait un pouvoir politique. Je veux que cela redevienne comme avant. Et les frères aussi, j'en suis sûre. C'est pour cela que tu es revenu après 8 ans d'absence. Tout cela dépendra de la décision de la loge. Si je suis élue et que mon projet est accepté, eh bien, tout cela deviendra beaucoup plus clair.
Le roi Léopold Ier est en formation depuis 1813. Cependant, il refuse prudemment d'en être le grand patron. C'est ainsi que le 15 juin 1833, Pierre Théodore Verhagen est élu grand maître vénérable philanthrope de la loge, au sein de la confrérie des francs-maçons. Il fait un appel à une souscription dans les milieux libéraux et dans les langes du Grand Orient de Belgique, qui est en fait une obédience de la franc-maçonnerie nationale belge fondée en 1833. Et tout ça en vue de créer une université libre qui combattrait les préjugés, l'intolérance, en répandant la philosophie des Lumières. Il affirme en fait que la maçonnerie doit s'actualiser. Et c'est la création en 1834 de l'université catholique de Malines, sous l'impulsion des évêques de Belgique, qui est en fait le propulseur, le détonateur qui poussa le milieu libéral à créer leur propre université. Les catholiques vont-ils ouvrir leur propre université? Oui, à Malines. Nous ne pouvons pas laisser faire cela. Mais que pouvons-nous faire? Nous devons ouvrir notre propre université. Maintenant que nous avons le soutien de la maçonnerie. Mais comment? Nous n'avons pas de fonds, ni de locaux, ni de professeurs. Tant que nous avons le soutien du bourgmestre de Bruxelles, le reste n'est pas un problème. Mais comment pourrions-nous l'avoir? Jean-Nicolas Roupe, le bourgmestre, est un ancien de la maçonnerie. Oui, alors cela change tout. Il pourra nous aider. En 1834, Jean-Nicolas Roupe, bourgmestre de Bruxelles, décide d'aider Verhagen dans son projet de création d'une université libre. Il trouve des locaux dans l'ancien palais de Charles de la Lorraine, place des musées à Bruxelles. Verhagen annexe à son projet l'école de médecine et trouve des enseignants parmi les hommes d'expérience au musée des sciences et des lettres. La faculté de droit fut confiée à des professeurs bénévoles, dont Henri de Boucler, lui-même franc-maçon. Et c'est ainsi que l'ULB, première université libre de Belgique, fut créée. Nous jurons d'inspirer à nos élèves, quel que soit notre projet d'enseignement, l'amour pratique des hommes qui sont nos frères, quelle que soit leur caste, leurs opinions, leur nation. Nous jurons de leur apprendre à consacrer leurs pensées, leurs travaux, leurs projets à une humanité et au bonheur. Voilà, c'est la fin de la pièce. Donc maintenant, je vais vous montrer le livre dont on s'est inspiré pour créer la pièce. Donc en fait, c'est le livre intitulé 1834. C'est l'ULB en fait qui fêtait ses 175 ans. Et la pièce originelle. La pièce originelle a en fait été écrite par Dominique Jonquière. Voilà. Merci. Très bien. C'est ça? Tu vois celle-là? Alors, mon commentaire sur la pièce de théâtre qui vient d'être jouée. Mon commentaire sera plutôt élogieux, bien que la pièce était peut-être un peu plus courte que je n'imaginais à l'origine, mais enfin, ce n'est pas ça l'essentiel. Alors, ce qui me semble important, tout d'abord, c'est qu'il s'agissait d'une pièce qui était présentée de manière très pédagogique. C'est-à-dire que le cadre historique dans lequel se situent les événements m'est apparu très clair. Donc on comprend bien dans quel contexte on se situe à l'époque. D'une part les libéraux, d'autre part les catholiques, et quels sont les enjeux qui sont sous-jacents à la création donc, de l'Université libre de Belgique d'abord, qui s'appellera plutôt l'Université, plus tard l'Université libre de Bruxelles. Donc sur le plan pédagogique, je trouve ça très bien fait. Donc si jamais vous avez l'idée de reproduire
produire une expérience de ce type avec des élèves de secondaire, je crois que c'est très important. Vous voyez, à partir d'une pièce, évidemment, mon motif serait évidemment beaucoup plus simple, évidemment, bien sûr en secondaire, mais de faire des petits sketchs comme ça d'une dizaine de minutes à partir d'une situation historique précise, où les élèves sont chargés non seulement de présenter le contexte, et ensuite de jouer l'une ou l'autre petite scénette concernant des faits majeurs. Ça a été fait l'an passé, par exemple, pour la féodalité, et je crois que c'est beaucoup plus intéressant de jouer une scène comme celle de l'investiture ou de l'hommage devant des élèves, plutôt que de leur expliquer les choses de manière très théorique, d'autant plus que la gestualité, dans le cadre du Moyen-Âge, avait beaucoup d'importance. Donc très bien pour l'aspect pédagogique. Alors, en ce qui concerne le choix des textes présentés et quant à la conception des dialogues, alors là, moi je trouve que c'est bien fait également. On ne rentre pas dans trop de détails, on va tout de suite à l'essentiel, donc moi j'en ai une impression très positive. Et enfin, troisième aspect, l'expression. Je crois que les étudiants qui sont venus ici ont fait un effort tout particulier pour donner de la vie, en tout cas aux deux acteurs, à ce qu'ils présentaient. Quant au narrateur, il a fait son boulot, il a rempli son contrat. Pour les trois étudiants, ce qui était bien, enfin c'est normal, vous allez me dire, mais ils connaissaient leur texte, y compris le narrateur. Voilà, il n'avait pas une feuille qu'il tenait entre les mains, il connaissait son sujet. Ça me paraît tout à fait essentiel. Alors, en ce qui concerne maintenant les accessoires, il y a tout d'abord les costumes pour Monseigneur Sterckx. On a utilisé ce qu'il y avait moyen de prendre, c'est-à-dire, en l'occurrence ici, il ressemblait peut-être un peu plus à un pape qu'à un archevêque, mais enfin, c'est pas très grave, on a bien compris qu'il s'agissait d'un ecclésiastique, puisqu'il portait une croix. Moi, je trouve que c'était tout à fait correct. En ce qui concerne le Théodore Verhagen, là, c'était peut-être moins évident, mais enfin, c'est peut-être dû aux difficultés à trouver des décors maçonniques. Maintenant, pour le support didactique qui a présidé à l'élaboration de la pièce, la projection était à propos, donc c'est pas plus mal. Ils ont, avec des moyens assez rudimentaires, essayé de planter le décor. Donc, si je dois donner, non pas une évaluation ou une note, parce que je ne l'ai jamais fait immédiatement comme ça à chaud, pour moi, c'est très bien. Et donc, vous voyez que ce qui m'intéresse, ce n'est pas la quantité, c'est plutôt la qualité. Je tiens compte du fait que vous êtes en première, où il y a eu un sérieux effort de conception, de réalisation des dialogues. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a une volonté à créer quelque chose de neuf, qui soit un outil pédagogique qui vous serve d'exemple, parce que ça ne se fait pas dans le cadre du cours d'histoire, en général en secondaire, de présenter des pièces de théâtre. Je crois que c'est un outil qu'on devrait utiliser plus souvent, et faire travailler comme ça les élèves sur des petites scénettes, des petits scénarios. Ça ne doit pas être long, ça peut durer 5 minutes, hein, mais au moins ils s'impliquent dans le cours, ils peuvent se projeter dans le passé, s'identifier à des personnages, et je crois que c'est ce qui permet de rendre un cours d'histoire vivant. Voilà, j'ai dit. Maintenant, j'ai dit moi, mais j'aimerais bien entendre ce que pensent les élèves. Donc, les trois qui ont présenté aujourd'hui, et pourquoi pas le ou les souffleurs et ingénieurs du son, donc c'est pas interdit non plus. Et ensuite, j'aimerais bien savoir comment la classe a perçu cet exercice qui est nouveau, puisqu'on n'en avait pas encore fait ici depuis le début de l'année. Donc je vais d'abord demander à Sandrine comment elle a vécu la préparation de cette activité depuis maintenant plus de 2 mois, quelles sont les difficultés qui se sont présentées
et que l'on n'attendait pas. Et comment tu as vécu justement ce moment un petit peu particulier de devoir présenter devant des condisciples un scénario comme celui que tu as présenté aujourd'hui. Je poserai la même question évidemment à Quentin et à Nicolas. Alors on commence par Sandrine. Donc moi j'ai trouvé ça très chouette de travailler cette pièce. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on a eu des sérieuses difficultés, notamment parce qu'il y a un de nos condisciples qui n'était pas là. Donc on était normalement à 4 pour présenter cette pièce. Mais donc on s'est arrangé et on a tout fait pour jouer cette pièce avec 3 acteurs. Bon, on était aussi un petit peu court dans le temps et on s'est peut-être un peu pris un peu trop tard. Mais en tout cas, je suis contente du résultat. Je suis contente qu'on a réussi à avancer comme ça et malgré toutes nos difficultés, qu'on ait réussi quand même à présenter cette pièce devant la classe aujourd'hui. Entendu. Voilà. Alors, je vais peut-être demander maintenant à Nicolas. Voilà, 5 secondes. Alors, comment vous êtes-vous partagé le travail, tout d'abord? Quelles ont été les étapes successives de l'élaboration de cette pièce? Donc, au début, ça s'est passé comment? Donc au début, on s'est divisé le texte qu'on avait photocopié du livre pour pouvoir tous le lire. Oui. Après que tout le monde l'ait lu, on s'est mis d'accord sur qui écrivait quelle partie. Donc on a commencé à écrire et seulement après on s'est divisé les personnages, chacun son tour. Et comment justement vous êtes-vous partagé les rôles? Pourquoi c'est toi qui joues à l'ecclésiastique? Pourquoi c'est Sandrine qui joue Théodore Verhagen? Pourquoi c'est Quentin qui est le narrateur? Comment vous avez décidé ça? On a parlé chacun un peu de son expérience. Quentin nous a dit qu'il n'aimait pas trop être sur scène. On lui a proposé le titre de narrateur. Il m'a dit ça tombe bien, j'ai une bonne mémoire. Oui. D'accord, on l'a mis narrateur. Ensuite, on s'est divisé avec Sandrine le travail pour savoir qui ferait qui. Et il y avait Thomas aussi, mais qui est parti après, donc on a dû se prendre ses textes à lui. Et qu'est-ce qu'il aurait dû... Lui, il devait jouer Capacini, je crois. Et donc, en fait, le but, c'était qu'il a fallu répartir des idées essentielles qu'il aurait dû émettre. Non, on a dû se répartir. Vous avez carrément supprimé son rôle. Non, lui, on l'a supprimé, mais son rôle, on l'a laissé parce qu'il était important. Oui, c'est ça, d'accord. Et comme on ne pouvait pas mettre nos 2 personnages en même temps, faire soi-même 2 personnages, de là, on s'est divisé autrement. Entendu. Alors, pour que ce soit tout à fait clair, qui a assumé le rôle et à quel moment? Si je t'entends bien. Donc, parce que ça n'a peut-être pas été tout à fait évident pour tous. Sandrine a débuté en s'appelant Théodore Verhagen. Oui. Moi, je l'accompagnais sur la même scène en étant Sterks. Oui. Et ensuite, plus tard, elle jouait encore le rôle... Non, elle jouait le rôle de Capacini. Oui. Moi, de Sterks. Oui. Et la dernière scène, elle jouait Verhagen, son premier rôle, et moi, je jouais François Verhagen. Voilà. C'est juste ce qu'il a dit? Oui, Ou bien une modification? Enfin, la première version qu'il a dit, non. Alors, tu redis pour que ce soit clair pour tout le monde. Nicolas. Au tout début. Alors, Quentin va le lire, c'est peut-être plus facile. Donc, distribution des rôles. Narrateur, Van Rossum, Quentin. Ensuite, Sterks, François Verhagen, Nicolas Friand. Et Capacini, Pierre Théodore Verhagen, Oui. Muranti Sandrine. D'accord. Ok. Bon, on va peut-être passer à Quentin maintenant. Alors, donc, réponds aux mêmes questions que j'ai posées à tes 2 disciples, à Sandrine et à Nicolas. Au niveau de la conception, est-ce que la manière dont la répartition des rôles a évolué correspondait à un partage équitable des tâches? Ouais, je crois que ça a été plus ou moins équitable. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec Thomas qui nous a abandonnés, ça a été un peu la pagaille.
avec Thomas qui nous a abandonné, ça a été un peu la pagaille et donc on a dû un peu composer à la dernière minute, mais sinon je crois que c'était assez bien réparti. Ouais. Oui. D'accord. Sinon, à part ça, j'ai pas vraiment grand chose à rajouter avec ce qui a déjà été dit. Non. Non. Mais est-ce que globalement vous estimez que c'est quand même une expérience utile quand on est un futur professeur que de soi-même vivre une expérience qui pourrait être utilisée dans des classes de secondaire, celle-là en particulier, vous trouvez que ça prend tellement de temps que ce serait ingérable, je dirais, dans l'enseignement secondaire? C'est ça en fait, c'est la mise en pratique. Non, je crois pas que ça prend plus de temps qu'un autre travail en fait, mais le truc c'est que bon, c'est quand même un travail quoi. Donc il faut quand même le préparer, il faut quand même faire le texte, lire la pièce au préalable. Donc oui, c'est un travail, mais maintenant c'est pas un plus gros travail qu'un autre. Entendu. Alors maintenant j'aimerais bien céder la parole aux autres étudiants présents ici aujourd'hui. Et je leur demanderai d'une part ce qu'ils pensent des prestations de leurs condisciples, globalement et plus particulièrement donc quant à la conception, quant à l'expression, quant aux moyens techniques utilisés. Mais j'aimerais bien également qu'ils puissent proposer des suggestions qui pourront, le cas échéant, au second semestre, être utilisées. Des suggestions donc quant à des petits sketchs comme ça qui seraient utilisés en première et deuxième secondaire et que vous-même pourriez mettre en scène donc à partir du mois de février sans qu'il n'y ait d'obligation quelconque de votre part. Je ne vous demande pas d'engagement maintenant, bien entendu, mais à propos de quel sujet vous trouveriez que ce serait intéressant d'avoir des petits sketchs comme ça de 5-10 minutes en première ou en deuxième secondaire, donc avec des élèves de 12-13 ans. Je demande ça d'abord aux étudiants de première, parce qu'il y a un étudiant de troisième qui a peut-être des idées, mais je voudrais d'abord que ce soit les étudiants de première qui s'expriment. Ce sont eux qui sont en atelier de formation professionnelle. Par exemple, dans la matière qui était étudiée avec vous depuis le début d'année, donc on a étudié la préhistoire, on a étudié la protohistoire avec les Celtes, l'Égypte, et la semaine prochaine, on fait la Mésopotamie. Alors Patrick, déjà, à partir de ces matières-là, si tu as un autre sujet, on en parlera après, mais je voudrais d'abord partir de cela. Est-ce que vous pourriez, pour ceux qui sont passionnés par l'Égypte ou par les Gaulois, essayer d'imaginer un épisode qui pourrait justement faire l'objet d'une pièce de théâtre? On a vu justement un peu l'évolution des hommes préhistoriques, etc. On pourrait représenter chaque type d'homme et représenter les évolutions que ces hommes ont fait comme... Et toi, tu te placerais dans la situation de Homo erectus, de l'homme habilis, parce qu'il faut évidemment Je jouer sais pas, ces scènes. Oui, donc, il il faut évidemment qu'il y ait un grimage et des costumes, si je puis dire, qui correspondent à la situation. Que ce soit un travail de groupe, que chaque groupe d'élèves représente une période. Oui, mais représente, c'est-à-dire joue. Ici, on est bien dans le cadre d'une pièce de théâtre. On n'est pas là en train de dessiner sur du papier craft. On est là, donc il faut qu'il y en ait certains d'entre vous qui se mettent dans la peau de ces espèces successives. Je sais pas, un théâtre sans parole, je sais pas, mais sans doute moyen de... On peut imaginer des grondements quand même, c'est pas terrible. Et puis, comme ils faisaient des peintures rupestres, il y a toujours moyen de montrer certaines inventions qu'ils ont faites, bifaces, etc. Ah oui, ça peut toutes des inventions à montrer, donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Donc utiliser un grand papier craft qui serait mis sur le tableau, par exemple, et alors là, il faudrait utiliser donc... comment dirais-je, soit du charbon de bois ou une matière semblable pour imiter des dessins de bisons, d'aurochs ou de rennes, par exemple. Je dis ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Parce que moi, j'avais une prof de latin qui, justement, nous avait fait faire une pièce de théâtre. C'était sur la mort de Britannicus et la mort de César. Et il nous avait fait des jeux de rôle, etc. Où on devait jouer certains personnages. Je trouvais ça intéressant parce qu'on rentrait carrément dans la matière. Comme vous le disiez au début du cours, on se mettait
à la place des personnages. Et donc on est dans le passé, Voilà. on n'est pas simplement en train d'étudier de manière extérieure. Ouais, c'est ça. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre idée, toujours par rapport aux matières qui ont déjà été vues depuis le début de l'année? Donc les Celtes, l'Égypte, oui. Moi, je trouve que le sujet de l'Égypte, c'était pas mal intéressant. Enfin, je dis, il y a pas mal. Parle un petit peu plus haut. Pour le sujet de l'Égypte, par exemple, c'était pas mal intéressant. Et puis, il y a pas mal de possibilités de jeux. Donne un exemple concret. Par exemple, on aurait joué la classe de la société, enfin, je veux dire, avec le pharaon qui est vraiment tout au-dessus, l'importance des scripts, et enfin. Des scribes. Des scripts, ouais, des scripts. Et des paysans artisans. Enfin, je trouve qu'on aurait pu, chaque élève aurait pu. Tu dis on aurait pu, ça peut se faire dans le futur. Hein. Oui, on parle au même missionnaire passé, mais. Oui. On a vu au cours que le pharaon était décidé de tout et que les paysans suivaient. Donc je trouvais ça peut-être intéressant qu'un élève fasse le pharaon, un autre un scribe. Et l'objectif étant de représenter un épisode où ce serait quoi qui serait en jeu. Parce que vous voyez, quand on fait une pièce de théâtre, il faut toujours qu'il y ait un enjeu, y compris dans l'action, de telle manière que ce soit signifiant pour comprendre la période étudiée. Il ne faut pas simplement qu'on voit un pharaon et puis des types qui sont en train de se prosterner devant lui. Parce que ça, à la limite, montrer comment c'était suffit. Montrer comment à cette époque cela se déroulait. Et je trouvais que, par exemple, je trouve qu'un prof c'est un peu un scribe, enfin peut-être pas la même chose, mais je veux dire, un scribe était quand même important et il apportait la connaissance, enfin, il notait tout ce qui était important. Si je me trompe pas. Oui, mais donc je crois alors que dans ce cas-là, si on prend un scribe, ce qui serait intéressant, c'est de montrer ce qu'il fait, qu'il est en train de calculer le partage des terres, qu'il faut établir des canaux d'irrigation, qu'il doit répartir l'impôt en nature, des choses comme cela. Mais il faut qu'on le voie en action à ce moment-là. Oui, par exemple, on signale qu'il existe quand même des très beaux textes, hein, Papyrus Harris ou le... Enfin, il existe toute une série de textes qui sont assez parlants, je dirais, pour l'époque, la satire des métiers, entre autres choses, qui nous informent pas mal. Alors, je vois qu'il y a de nouveau Patrick, mais je préférais qu'il y ait quelqu'un d'autre. Oui, Nicolas. Moi, c'est sur Amenhotep et la création de sa propre religion. Oui. Avec Amon. Akhenaton, oui. Ça pourrait être intéressant de voir ce que pensait le clergé à ce moment-là. Oui. De sa décision. Mais donc je ne vous demande pas tellement de me dire justement ce qu'il pense, etc. C'est comment le mettre en scène, parce que c'est ça qui serait intéressant. Qu'est-ce que tu verrais comme personnage en train de faire quoi ou de dire quoi? C'est concrètement ce qui m'intéresse à propos d'Amenhotep. Quoi par exemple? Le clergé pourrait discuter de son côté de ce qui s'est passé, ce que fait Amenhotep, et il pourrait décider de l'attaquer, je ne sais pas. De tout modifier. Non, c'est un complot qui précède justement un assassinat virtuel pour faire monter son fils sur le trône, hein, tout un canon. Oui. Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaiterait intervenir à ce sujet-là? Alors maintenant, en ce qui concerne les prestations, donc on va quitter le sujet de ce qui pourrait être fait au deuxième semestre, maintenant par les prestations des 3 étudiants qu'on présentait maintenant, et la manière dont ils se sont exprimés, est-ce qu'ils ont atteint leur objectif sur le plan pédagogique? Voilà. J'aimerais bien avoir votre avis. François. Et, de mon côté, je vais voir ça peut-être d'un point de vue un peu plus technique, scénique. Oui. Oui, il faut dire que je fais du théâtre c'est intéressant d'avoir assez régulièrement. Le point de vue d'un pro. Voilà. Enfin, quelqu'un qui connaît bien le milieu. Je dois dire, en ce qui concerne déjà les intonations de voix, je n'ai pas grand-chose à dire. C'était compréhensible. Je pense que pour un professeur, c'est assez important. Pour oublier quand même que ce sont des débutants. Hein. Oui, aussi. Et ça, je garde ça en tête. Je garde ça en tête. Hein. Oui. Ils ne font pas du théâtre. Quoique Quentin, tu dois faire quand même un peu attention de temps en temps, parce que c'est vrai que au départ, c'était pas. Il y a eu le démarrage. Hein, c'était assez difficile. C'était difficile le démarrer. C'est surtout pas des erreurs de mise en scène. Ça me paraissait un peu lourd, mais bon, ça avait c'est passable dans le sens que oui, c'est des débuts, on ne sait pas trop où on va. Si vous avez déjà répété, vous avez répété ensemble une fois? Ce matin.
ce matin. Mais pas la mise en scène. Pas la mise en... Oui, vous avez répété le texte. Ouais, le texte, on a Le répété. texte, mais pas la mise en scène. Alors évidemment, c'est vrai que ça peut... Vous n'avez pas bien... Ça va sortir, on n'aurait pas de... C'était les... Comment? C'était On pas bien va rodé. répéter ici. C'est pas... Le problème n'est Continue, pas... François. Le problème n'est pas là. Sinon, comment, en ce qui me concerne, il y avait peut-être eu un ou deux trous de mémoire, mais c'est vraiment pas... Ça arrive à tout le monde, mais moi aussi ça m'est arrivé l'année dernière, quand j'avais présenté une autre pièce de théâtre, c'est arrivé, mais ça, dans ces conditions, c'est pas un problème, on coupe la caméra et on commence, hein, on coupe la partie qui ne va pas, ça, il n'y a pas de souci. Faites gaffe parce que ça, j'ai entendu, les Hollandais. Les Hollandais. Il y a des fautes de français qu'il ne faut pas faire non plus, comme des Hollandais aussi. Sinon, en règle générale, il faut dire que c'est une belle adaptation parce que refaire le texte à partir de... Enfin, toute une série de répliques à partir d'un texte standard, sans l'aide d'un metteur en scène, sans l'aide d'un comédien. Je ne sais pas si vous avez pu demander de l'aide ou quoi que ce soit. Non. Ben, je pense que c'est déjà une belle performance et c'est bien. C'est une belle... C'est bien joué. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre souhaite... Patrick, de nouveau. J'aime bien la caméra. Alors moi je trouvais que la présentation était très bien, le fait qu'on nous présente un peu à chaque fois le contexte, qu'on nous explique un peu les termes un peu compliqués comme unisme, enfin l'unionisme, ouais, c'est ça. Donc je trouvais que c'était vachement sympa, et puis les acteurs jouaient bien, donc il y a eu quelques petits trous, mais bon ça c'est pas grave, ça arrive à tout acteur. Et puis on n'avait pas énormément de temps pour répéter, donc voilà. Je pense que c'était une bonne présentation. Félicitations. Voilà. Encore quelque chose d'autre? Oui, Natacha. Moi je voulais dire, je fais aussi du théâtre. Donc, voilà, petit d'avoir un mais deuxième du point de théâtre vue. amateur, et en sachant qu'ils n'ont pas de metteur en scène, qu'ils n'ont personne qui s'y connaît plus que ça en théâtre. Honnêtement, c'était super ce qu'ils ont fait parce qu'il faut le faire. Je trouve aussi, pour une Pour première fois. Pour une première fois, alors qu'ils première. n'ont jamais eu, ils n'ont pas de metteur en scène, comme je le disais, c'est pas facile à faire du tout. Non, c'est vrai. Donc, voilà. Voilà. Jusqu'à présent, vous n'avez eu que des points de vue positifs qui se sont exprimés, hein, même s'il y a eu des petites nuances qui ont pu être apportées par certains. Globalement, c'est positif. Hein. Encore quelque chose d'autre? Je tiens pas à ce que quelqu'un se sente frustré par rapport à un propos qu'il voudrait tenir. Non? Même pas Olivier? Le souffleur, on a trouvé ça très bien, donc... Oui, mais je veux dire, tu as un commentaire... un commentaire un peu comme le vote, c'est que c'était très pédagogique. J'ai trouvé ça bien qu'il y ait un narrateur justement qui explique tout au long de l'histoire, pas arriver, commencer à parler, enfin faire l'histoire comme ça, blablabla, et après faire la pièce de théâtre. C'était bien qu'ils aient imbriqué justement l'histoire dans la pièce de théâtre. Je tiens à féliciter Sandrine, elle va vraiment bluffer, entre guillemets, parce que elle est assez réservée, et là je l'ai vraiment vu. Au fond, tu ne fais pas du tout de théâtre, toi? Un jour de la tête. Oui, on sent qu'il y a acquis quelque chose quand même. Hein. On sent que c'est pas tout à fait la première fois que tu mets les pieds sur les planches. Si je puis dire. Oui, non, quand même, ça se sent. Ça se sent. Oui. Sinon, dans l'ensemble, c'était très bien, tout le monde a bien fait son boulot, donc c'est vraiment bien. Voilà, mais nous arrêterons alors ici. Et j'ai dit. Voilà, je vais vous présenter donc, les procès de Moscou. Donc, les procès de Moscou se sont déroulés de 1936 à 1938. Nous avons choisi le procès des 17, donc, qui est le deuxième procès de Moscou. Et dans ce procès, il y a 17 accusés. Nous jouons 3 accusés et un procureur. Donc, comme président du procès, Staline, Joseph Staline, qui est né le 18 décembre 1978 et est mort le 5 mars 1953, et qui assistera donc au procès, qui sera joué par Manon, donc le président, et le procureur, donc le procureur Manon Andrei Pitsiski, qui est né le 10 décembre 1883 et qui est mort à New York en 1954. Ensuite, Monsieur Dufay va jouer le rôle de Pitakov, donc qui remplace un des élèves absents, tout comme Olivier.
Et donc, Conta Petakov, il est mort en 1937. Donc, comme ça, vous savez à peu près l'historique des personnages. Et Olivier aussi, qui nous a bien aidé pour remplacer un élève qui était malheureusement absent, qui joue le rôle de Karl Radek, de son vrai nom Carol Sobelson, qui est né à Lambert le 31 octobre 1885, comme vous pouvez le voir. Donc nous avons mis des images, comme malheureusement nous ne savons pas ressembler au personnage, mais nous habillés comme l'époque, je veux dire, en costume pour les accusés. Voilà, et quant à moi, je vais jouer le rôle de Juraj Lifshitz. Donc ça a été très dur de trouver des informations, on n'en a pas trouvé comme c'est pas vraiment un des personnages principaux, mais nous l'avons choisi parce qu'il intervenait dans la pièce, donc on avait plusieurs interventions de personnages, ceux qui pouvaient, on trouvait ça intéressant pour mettre un peu d'action dans la pièce. Donc voilà, et pour terminer, donc, vous pouvez voir que les morts des personnages, donc comme ici, donc il est mort d'une crise cardiaque, c'est-à-dire le procureur, à Staline qui est mort d'une attaque cérébrale. Quant à Petakov, M. Dufay, qui a été fusillé le 1er décembre 1937. Mais peut-être que c'est mieux que Karl Radek et Olivier qui a été battu à mort par des prisonniers du port de l'Ural. Et quant à moi, j'ai été exécuté le 1er février 1937. Voilà. Donc, bien vous rappeler les personnages. Monsieur Dufay et Olivier n'étaient pas prévus dans la pièce, donc ils remplacent. Donc, Monsieur Dufay et Petakov, Olivier c'est Radek, Maxime Lifskis, et moi je suis le procureur Lifski. Et en plus d'être Lifski, Maxime fait les petites introductions. Donc, à chaque fois, ce sont différentes des petites scènes. Donc, voilà, je serai le narrateur de la pièce, voilà, pour vous informer de comment c'était, l'attention qu'il y a. Donc, voilà. Donc le 25 décembre 1937, la séance commence par la déposition du témoin Loginov. Celui-ci parle d'instructions pour les liaisons avec les services de renseignement allemands et met en cause Ratatchak, qui confirme et se couvre à son tour derrière Petakov. Accusé Petakov, confirmez-vous cette déposition? Je la confirme pour l'essentiel. En quoi consiste l'essentiel? En ce que vous avez donné à Ratatchak l'instruction d'entrer en liaison avec les agents du service d'espionnage allemand? Je ne me souviens pas d'un entretien au sujet du service d'espionnage allemand, mais pour autant que j'ai transmis à Loginov et à Ratatchak les instructions de Trotsky, ainsi que les miennes, concernant la nécessité de mettre leurs organisations trotskistes en liaison avec toute espèce de force ennemie existant du RSS, il s'agissait par conséquent de ces liaisons également. Il s'agissait par conséquent des liaisons dont parle Ratatchak. J'ai donné mes instructions sous une forme plus algébrique, sous une forme générale, sans concrétiser, parce qu'il s'agissait aussi des restes d'anciens groupes de saboteurs parmi les spécialistes et d'autres. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je sais bien ce que signifie pour vous l'algèbre. En ce moment, je ne m'occupe pas d'algèbre, mais de faits. Je ne peux tout de même pas, dans chaque cas particulier, tout concrétiser, mais je confirme que c'est vrai. Mais je vous en prie de me comprendre, mais je vous prie de me comprendre aussi. Je ne puis tout de même pas me contenter de vous écouter. Mais il faut aussi que je vérifie. Aussi, est-ce pour cette raison que j'ai commencé par déclarer que ces dépositions sont vraies? Se référant à vous, Loginov a dit que Ratatchak lui avait demandé de l'aider à trouver un homme par l'intermédiaire duquel on pourrait rentrer en contact avec les agents du service d'espionnage allemand. En se référant à vous, Ratatchak a-t-il dit la vérité? Oui. Par conséquent, je vais conclure que vous avez donné à Ratatchak l'instruction de chercher des liaisons avec les services d'espionnage allemands. Je n'ai pas dit spécialement « cherche des liaisons avec le service d'espionnage allemand ». Je n'ai pas donné de telles instructions. J'avais en vue également de telles liaisons. Vous aviez en vue qu'il chercherait des liaisons avec le service d'espionnage allemand? Oui. Au soir du 26 janvier, Lifshitz, un autre compagnon de Petakov en Ukraine, a dit de lui qu'il a appris
une préparation d'attentat. Piatakov nie catégoriquement. Il faudra une intervention de Radek et un rappel du procès verbal pour que Piatakov admette que Lifshitz a pu supposer cela et que Lifshitz se déclare satisfait. Je veux à ce propos questionner Piatakov. Puisque Sebriakov a un défaut de mémoire, accusé Piatakov, vous confirmez? Je n'ai pas spécialement informé Lifshitz, mais il était au courant des directives d'actes terroristes et des préparations. Cependant, je n'informais pas concrètement de tel ou tel préparatif. Il ne s'agit pas d'une information spéciale. Lifshitz a dit qu'il avait appris de vous qu'on préparait un acte terroriste contre Staline. Lui en avez-vous parlé? Je ne me rappelle pas. Avez-vous parlé à Lifshitz d'actes terroristes? Oui. Avez-vous dit contre qui on préparait cet acte terroriste? J'ai parlé de l'activité terroriste à Lifshitz, mais je ne lui ai pas dit contre qui on préparait cet acte terroriste. Vous le confirmez? Je le confirme. Je pense qu'il concerne la préparation d'un acte terroriste contre Staline. Lifshitz dit qu'il avait appris du centre, avait appris que le centre préparait un acte terroriste contre Staline. Vous le confirmez? Non. Vous n'en avez donc pas parlé à Lifshitz? Il me semble que non. Mais Lifshitz dit que ce n'est pas que c'est de vous, qu'il le tient. Non, je ne Vous ne le confirme confirmez pas. donc pas. Permettez-moi alors de vous demander si l'on préparait un acte terroriste contre Staline. Oui. Vous participiez à cette préparation? Oui. Donc, ce que Lifshitz nous a dit d'un acte terroriste contre Staline répond à la réalité. Oui. Il s'enduit donc que Lifshitz a pu l'apprendre de vous. Oui. De quelqu'un d'autre, pardon. Non. Mais vous confirmez que l'on préparait bien un acte terroriste. Oui. Alors, Lifshitz, Serebiakov et Piatakov confirment qu'ils n'ont pas eu cet entretien avec vous. Peut-être avez-vous eu cet entretien avec quelqu'un d'autre. Peut-être avec Sokolnikov, peut-être avec Radek. Je n'ai pas parlé avec Sokolnikov. Quant à Radek, je fais sa connaissance qu'ici, sur les bancs des accusés. Par conséquent, vous ignorez son existence avant le procès. Si, je savais bien qu'il existait, mais je ne le connaissais pas personnellement. À parler objectivement, si Piatakov et Serebiakov nient, qui donc, parmi ceux qui sont assis sur le banc des accusés, vous a fourni cette information? Je peux répondre qu'ils ont tous deux oublié, car je n'ai parlé à personne d'autre à ce sujet. Donc si je le sais, ce n'est que d'eux que je peux l'avoir appris. Vous avez levé la main, vous voulez dire quelque chose? Là, Je vous en prie. lorsque nous, les membres du centre, nous parlions aux membres des organisations, nous ne parlions pas de détails de la date, ni le lieu. Non, ça a créé d'ailleurs un malentendu avec Piatakov, parce que ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'on ne savait pas quand l'acte allait avoir lieu. Aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans 6 mois. Mais lorsque nous parlions à Levitch, je le prononce bien, monsieur. Oui, un peu. Voilà. Nous parlions devant lui. Là, nous parlions vraiment. Et c'est pour ça qu'il ne peut ne pas dire la vérité sur des actes comme l'attentat contre Staline. J'ai dit. Accusé Lifshitz, vous avez été confronté à Piatakov le 17 janvier 1937. À propos, cela concerne aussi l'accusé Piatakov. Je vous prie donc d'être attentif. Pendant la confrontation, il est également été question de ces actes terroristes. J'ai ici le procès verbal, je vous lis. Question à Piatakov. Avez-vous donné cette fois-là des directives à Lifshitz pour des actes terroristes de sabotage? Réponse. Il est difficile de me rappeler exactement à quel moment j'ai donné ces directives à Lifshitz. Question à Piatakov. Faut-il comprendre par là que vous avez donné à Lifshitz de telles directives en général? Piatakov. Évidemment, cet entretien avec lui a eu lieu. À la fin, donc, dernière question à Piatakov, vous avez informé Lifshitz de l'œuvre qui se faisait pour préparer les actes terroristes contre les chefs du PC et de l'URSS. Réponse de Piatakov. En ai-je parlé concrètement? Je ne m'en souviens plus. En tout cas, Lifshitz connaissait l'activité terroriste du centre. Cela correspond-il à la réalité? Ah. Par conséquent, vous confirmez que Lifshitz était au courant de la préparation d'actes terroristes par le centre, par les chefs de notre parti et du centre, et par conséquent contre Staline?
Je confirme qu'ils étaient dirigés contre certaines personnalités, y compris Staline. Comment le sait-il? Par moi, entre autres. On peut donc dire que Lifshitz pouvait dire qu'il le savait. Niet. Pour moi, la question est claire. Lifshitz vous a-t-il parlé de l'activité terroriste? Da. Vous a-t-il dit que le centre parallèle préparait des actes terroristes? Da. Qu'on préparait des actes terroristes contre le chef du Parti communiste de l'URSS et par conséquent contre Staline? Da. Un tel entretien a donc eu lieu avec Lifshitz. Cela va de soi. Lifshitz a donc pu supposer qu'on lui parlait d'un acte terroriste. Vous confirmiez? Vous l'informiez, pardon, que cet acte terroriste se préparait également contre Staline? C'est bien ce que je dis. Je crois que c'est clair. L'attitude de Radek est plus déroutante encore à première vue. Pendant l'audition de Petakov, Radek conteste certaines affirmations et demande qu'on en revienne aux instructions du document préalable. Petakov, ici présent, confond toutes les dates. Y a-t-il des divergences avec vous? Il existe des divergences au sein des documents de l'instruction préalable. Les documents de l'instruction préalable ne contiennent que des faits cités par vous-même. Là, ça. Les documents de l'instruction sont également les vôtres. J'affirme qu'aucun d'entre nous ne dément l'instruction préalable. Il y a dit les directives de Trotsky en vue d'un acte terroriste sur plusieurs personnes qui auraient été données en janvier 1936. Où était donc la différence? La différence, elle viendra plus tard. Il existe différents groupes en vue d'actes terroristes sur plusieurs personnes. Mais je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'accusation de dévoiler comment se sont déroulés ces actes terroristes. Et de plus, ça sera en contradiction avec les conceptions que j'essaie de montrer à ce tribunal. Ces conceptions m'intéressent moins Mais vous ne voulez pas écouter? que celles que vous aviez alors. Vous ne voulez pas écouter? Dans le langage du code pénal, cela s'appelle assassinat, qualifié par l'article 58.8. Ainsi, il y avait-il, oui ou non, au cours de l'année 1935, début 1936, préparation d'un acte terroriste contre Staline? Je ne connais pas le code pénal. Je n'utilise pas ce langage. Je pense qu'après le procès, vous connaîtrez le code. Vous me trompez, je le sortirai de ce tribunal, je vais tout oublier. Cela dépendra de l'arrêt que rendra le tribunal contre vous. Dans tous les cas, vous saurez plus de choses que vous n'en savez maintenant. Vous me demandez si je connais des choses. Tu l'as peut-être pas. Excusez-moi, monsieur. Pendant son interrogatoire, Radek provoque un incident en faisant mine de parler à propos de défaitisme d'un entretien dont les règles du jeu lui interdisent de parler. Vous demandez si nous avons parlé au sujet de la défaite de l'URSS. Je dois dire, pour préciser, qu'avec Solotnikov et moi, il n'y a pas eu d'échange en général sur cette idée. Je l'ai simplement interrogé sur des sujets concrets concernant... Accusé Radek, est-ce de votre part une provocation? Non, je ne le ferai plus. Une telle conduite à l'interrogatoire de l'accusé Radek me met dans une situation très difficile. Et je crains que cette conduite de Radek ne continue, et alors je n'aurai pas la possibilité de poser des questions sur ce thème. Vous êtes un homme politique assez expérimenté pour comprendre que lorsque pendant le procès on interdit de parler de certaines choses, il faut considérer cette interdiction comme une loi. Je m'en excuse infiniment, je ne le ferai plus. Si Radek répète quelque chose de semblable, j'estime qu'il faudra renvoyer cette question à huis clos. Je répète que je ne le ferai plus. Je vous prierai de vous en tenir aux faits, et il vous sera plus facile de remplir votre tâche. Donc Radek semble attacher beaucoup d'importance à certaines dates. Donc on peut tirer cette conclusion. Tant que vous estimiez que le socialisme chez nous est débile, vous pensez que l'on peut nous trahir, que l'on peut accepter de faire la guerre, que l'on peut accepter la défaite de l'URSS et beaucoup d'autres choses. Et lorsque vous avez vu que le socialisme est assez fort et solide, vous avez décidé que ni la guerre ni la défaite ne sont possibles.
lisez très profondément dans les pensées, camarade Buczynski, mais je dois tout de même commenter et préciser ma pensée avec mes propres paroles. Je sais que vous avez un arsenal suffisant de mots, derrière lequel vous pouvez cacher vos pensées, et qu'il est très difficile à un homme, même sachant bien lire dans l'âme humaine, de vous comprendre et de vous faire dire ce que vous pensez réellement. Mais je voulais vous demander de parler ici, plus comme un journaliste qui s'est spécialisé dans les questions internationales, mais comme un accusé de haute trahison. Et c'est de ce point de vue que je pose la question devant vous. En 1934, vous étiez pour la défaite? J'ai déjà répondu à cette question. Répétez-la si cela ne vous est pas si difficile. En 1934, je considérais la défaite comme inévitable. Étiez-vous pour la défaite? Je considérais la défaite comme inévitable. Vous estimez que vous pouviez la conjurer? Si j'aurais pu conjurer la défaite, bien sûr que oui, j'aurais été contre. Vous ne répondez pas à la juste manière à ma question. Je la considérais comme un fait inéluctable. Donc en 1934, vous n'étiez pas contre la défaite? Oui. Mais pour? Oui, je l'ai dit. Il me faut que vous les répétiez encore une fois. Dans les toutes dernières minutes, Radek provoque un incident en faisant allusion à la police. Le procureur Winczynski réagit très vivement. Vous deviez aller au comité central pour reprendre les armes, mais vous n'y êtes pas allé. En effet, je n'y suis pas allé. Et puis vous avez été arrêté. On m'a arrêté, mais j'ai nié du commencement jusqu'à la fin. Et je suppose que vous allez me demander pourquoi. Je sais que vous trouverez toujours une réponse. On vous a arrêté et a interrogé. Avez-vous répondu? J'ai nié du commencement jusqu'à la fin. Accusé Radek, vous pourrez prononcer des discours 2 fois, 1 fois, autant de fois que vous pourrez. La plaidoirie. Tout. Votre dernière déclaration. Je n'ai pas l'intention de rivaliser avec l'inculpé Radek par la force de nos voix. Je vous interroge et je vous pose des questions. Si vous voulez répondre aux questions, mais ne prononcez pas de discours. J'ai besoin de réponses claires. Cet interrogatoire se termine par une nouvelle insolence de Radek. Celui-ci rappelle que ses aveux sont la base de l'accusation. Un fait reste acquis. Vous qui désiriez tout raconter et ne pouviez vous résoudre à livrer vos gens aux mains de la justice, quand vous-même vous vous êtes trouvé aux mains de la justice, vous avez tout nié catégoriquement. C'est un fait? Ceci ne fait-il pas douter de l'exactitude de ce que vous dites à propos de vos hésitations? De vos doutes? Si l'on nommait le fait que c'est uniquement de moi que vous avez appris le programme et les instructions de Trotsky, alors évidemment cela ne peut faire douter de ce que je dis. Le soir du 26 janvier 1937, l'accusé Lifshitz, jusque-là complaisant, tient tête au procureur. Celui-ci veut le confondre sous les accusations de Loginov. Accusé Lifshitz, puisqu'en plus de vos aveux précédents, vous avez sincèrement reconnu aujourd'hui devant le tribunal votre culpabilité en matière d'espionnage. C'est-à-dire que vous avez reconnu comme juste toutes les accusations formulées contre vous. Par exemple, Loginov ne vous a-t-il pas précisé comment on préparait l'attentat contre Kossior et Postitchev, et qui le préparait? Non, je ne sais pas. Loginov vous a-t-il seulement dit que l'on préparait l'attentat, ou vous a-t-il dit quelque chose de plus précis? Hier, Loginov, au cours de sa déposition en qualité de témoin, a dit que ces directives ne furent que générales. Je confirme donc ce que j'ai dit lors de l'instruction préalable. Il n'y a donc pas eu de conversation plus précise. Non. Et vous n'avez donc pas reçu de renseignements plus précis. Loginov ne vous a nommé personne. Non. Et en ce qui concerne l'attentat contre le camarade Staline en 1935? Non plus. Nous n'en avons pas parlé. Ne vous rappellerez-vous pas, par exemple, que Serebiakov vous ait dit qu'il préparait un attentat? Non. Cela n'a pas beaucoup de sens de savoir tout simplement qu'on se préparait. Vous êtes un membre assez important d'une organisation, ou bien il ne fallait rien vous dire du tout. Si je savais. Pardon. Ou bien il fallait vous initier.
Si je le savais, je le dirais. Là, c'est moi qui fais l'introduction. Lifshitz ne reprendra que peu à peu son calme. Bon, en ce qui concerne Glebov Avilov, ne savez-vous pas qu'il s'occupait d'actes terroristes? Glebov Avilov m'en a parlé. Donc vous le saviez de lui aussi? Oui, oui. Ne vous fâchez pas, mais je vérifie les déclarations faites à l'instruction préalable. Je ne me fâche pas, je comprends. Ne vous énervez pas. Je ne m'énerve pas. On pourra donc constater qu'à Rostov, Glebov, Avilov et Beloborodov préparaient des actes terroristes. Je tenais de Glebov Avilov que Beloborodov préparait un acte terroriste. Contre qui préparait-il un acte terroriste? Contre Staline. Donc, Glebov, Avilov et Beloborodov préparaient un acte terroriste contre Staline. Oui. Et vous saviez? Oui, c'est exact. Ensuite, vous apprenez de Klepakov et de Serebiakov qu'ils se préparent contre un acte terroriste contre le camarade Staline. Mais par qui et comment, ils ne vous l'ont pas dit. Non. Non. Et après de Beloborodov? Non plus. Ce que vous savez de Beloborodov, vous le tenez donc de Glebov Avilov. Da. Il faudra donc se renseigner auprès de Glebov Avilov. Da. Cela vous fait malgré tout une petite collection de faits rattachés à l'action terroriste. Cette collection figure au procès-verbal de l'instruction préalable. Je ne dis pas que nous découvrons avec vous l'Amérique. Je vérifie les procès-verbaux de l'instruction préalable. Je comprends. De la pièce de théâtre qui vient d'être présentée par 4 d'entre vous. Voilà. Alors, dans un premier temps, je voudrais, comment dirais-je, formuler un certain nombre d'observations et de remarques. Dans un deuxième temps, je voudrais entendre les 2 acteurs concernés, enfin, les acteurs élèves. Et enfin, dans une troisième étape, j'aimerais bien entendre la classe comme on l'a fait hier. Donc, tout d'abord, quelques petites remarques. Bon, les conditions étaient difficiles puisque la moitié d'entre vous étaient absents et ont dû être remplacés au pied levé par Olivier qui était étudiant en 3e et que je salue au passage pour sa prestation et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on l'applaudisse. C'était pas évident d'apprendre hier qu'il devait remplacer un étudiant. Il fait ça à titre tout à fait bénévole puisqu'il n'est pas concerné par cet atelier de formation professionnelle. Donc je l'en remercie à double titre. D'autant plus qu'il connaissait bien son rôle. Moi j'ai été frappé du fait que, bon, il avait un support, c'était inévitable, puisqu'il a dû apprendre ça, je ne sais pas entre quelle heure et quelle heure hier soir, mais vraisemblablement pendant la nuit, après s'être amusé joyeusement j'imagine. Donc ça devait être relativement tard pendant la nuit. Et en plus de ça, il a vraiment essayé de d'incarner le rôle qui lui était dévolu en y mettant la voix, en y mettant le ton, je dirais, l'accent aussi. Et voilà, il a, je crois, bien joué son rôle de quelqu'un qui est accusé et qui se trouve vraiment dans le pétrin. Donc je voudrais le féliciter pour ça. Alors, en ce qui concerne les 2 autres étudiants, je commencerai tout d'abord par Maxime, qui a fait un bon ton et qui a une bonne diction. Je voudrais d'abord le dire, il s'exprime bien. Alors, je dirais que Manon, elle incarne bien le rôle, mais elle connaît quand même moins bien son texte, et c'est un petit peu dommage. Bon, tu as ton texte devant toi, à la limite, ça ne me dérange pas que vous l'ayez comme support, si jamais vous avez un trou de mémoire, d'autant plus qu'on est dans un procès, ça ne me dérange pas outre mesure. Mais à certains moments, tu devais vraiment te raccrocher vraiment au texte que tu avais devant toi, et pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un aide-mémoire, et pas plus que ça. D'autant plus qu'à certains moments, tu bafouillais un petit peu. Bon, je peux comprendre qu'il y ait le stress de la présentation, voilà. Mais enfin, malgré tout, voilà. D'autant plus qu'à certains moments, il y avait des contresens, ce qui m'a mis moi-même en difficulté à un moment donné de devoir dire oui et non alors que je répondais à une question qui n'était pas la bonne. Voilà, donc j'ai dû un petit peu improviser, c'était pas simple.
Voilà. Alors, maintenant, pour l'organisation. Vous avez, comment dirais-je, présenté d'abord, enfin Maxime, essentiellement a présenté le contexte historique entre 1936 et 1938. Vous avez présenté les personnages, c'est évidemment essentiel pour qu'on puisse se raccrocher à quelque chose de tangible. Toutefois, je n'ai pas compris pourquoi le président devait être incarné par Staline, parce que c'était le président du tribunal, ici dont il était question, et Staline, il est chef du pouvoir exécutif. Je ne vois pas très bien ce qu'il vient faire dans le cadre du pouvoir judiciaire, même si c'est à sa demande. Évidemment que les procès sont constitués, donc là, même dans un régime dictatorial... Il était présent. Il était présent. Oui, donc oui, mais présent, je veux bien. Mais présider, ça ne me semble pas possible. Parce que présider, vous comprenez bien, il n'est pas magistrat. Même si c'est un dictateur et qu'il tire les ficelles, on est bien d'accord que les gens sont à sa solde. Même dans les dictatures, il y a quand même quelqu'un qui sert de pantin ou qui sert de marionnette entre les mains de Staline. Hein. Donc là, ça me paraît un petit peu bizarre qu'il ait présidé lui-même un procès. Ça me paraît tout à fait bizarre, en tout cas. Alors, pour le reste, évidemment, il y avait 2 absents. Donc, c'est un petit peu dommage pour eux. J'espère que l'étudiante qui devait jouer mon rôle arrivera un jour à se dépêtrer des problèmes de l'autobus. Quant à l'autre étudiant, Romano, je ne sais pas ce qui se passe. On n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles. Apparemment, quelque chose de grave qui s'est passé chez lui. Entre-temps et qu'il n'a pas assumé jusqu'au bout de son rôle. Hein. Voilà. Non, il était battu à mort, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Entendu. Alors, maintenant, j'aimerais bien entendre vos observations quant aux difficultés que vous avez connues pendant depuis 2 mois et demi, 3 mois, puisque c'est depuis la mi-septembre que vous avez votre sujet. Comment les tâches se sont réparties? Est-ce que vous avez eu des difficultés concrètes à un moment donné? Je rappelle quand même que je vous avais fourni la source qui a servi de base pour cette pièce de théâtre. Ce sont donc des pièces qui ont été publiées dans la petite collection archives chez Julliard. Donc vous avez déjà les dialogues, vous n'avez pas donc dû mettre en scène et scénariser quelque chose qui existait préalablement. Donc vous aviez la chance d'avoir les dialogues et d'avoir le contexte. Alors expliquez un petit peu maintenant comment ça s'est passé entre vous. Donc on a donc choisi une pièce, j'avais trouvé un passage où plusieurs personnages intervenaient, donc je trouvais ça intéressant pour que les élèves soient un peu captivés par cette action de personnages. Il fallait avoir suffisamment de rôle pour 4 étudiants. Maintenant, c'est vrai que le procureur qui était incarné par Manon avait beaucoup de choses à dire, c'est vrai, parce que le procureur intervenait avec chaque accusé. Donc, on a essayé de se répartir les tâches, que moi j'avais à un moment un petit rôle, vers la fin j'avais peu de mots à retenir, donc j'ai proposé, on s'est arrangé pour que je fasse le narrateur, comme ça chacun avait un travail plus ou moins équitable, même si Manon avait quand même beaucoup par rapport à nous les accusés. Parce que j'aime bien parler, non, celui-là. On s'est dit que comme un procureur dans les vrais procès a souvent des fiches avec lui pour... parce que je ne pense pas qu'il connaisse par cœur tous les faits qu'il doit énoncer. Alors on s'est dit qu'on aurait pu avoir une mémoire pour Manon pour pouvoir avancer. Mais sinon, les difficultés, ça s'est joué à peu près sur la fin, je veux dire, avec les absents. Voilà, c'est surtout pour se voir, parce que comme Manon est une doubleuse et qui est dispensée par pas mal de cours, elle n'est pas souvent en école, ou alors en deuxième, mais elle a cours quand nous n'avons pas cours. Donc on a dû jouer parfois sans elle, et on a essayé de faire du mieux qu'on a pu. Et je pense pour se voir, que ce soit correct, qu'on mette nos idées ensemble et que ce soit réalisable. Maintenant, la présentation, Wendy n'est pas là, mais la présentation, c'est Wendy qui devait la faire. Il faut savoir que le PowerPoint, c'est elle qui l'a fait. Qui ça? Wendy, c'est Wendy qui a fait le PowerPoint. Oui. Donc c'est elle qui devait le présenter. Enfin, il ne faut pas oublier de le dire, on n'a pas fait tous. D'accord. Qui mettent ce qu'il a fait aussi, même si elle n'est pas là.
Et bon, c'est de la malchance, hein, si elle n'est pas venue aujourd'hui, donc, parce qu'elle voulait être là. Donc. Mais sinon, c'est vraiment le temps. Enfin, on s'est tous dit qu'on avait le temps, et au final, on s'est un peu retrouvé. On s'est bien réparti les tâches, mais dès le début, on a bien réparti. Le début de travail a été correct. Après, on a eu un moment de blanc, les stages, hop, et on est un peu parti dans tous les sens, chacun de notre côté. Et puis, bon, après, il fallait que ça se fasse, quoi. Donc là, ça a été un peu dans l'urgence, et on a fait un peu du mieux qu'on pouvait. Bon, maintenant, Romano, on ne sait pas s'il reviendra. Donc, mais sinon, quand vous voyez ce qu'Olivier est parvenu à faire en quelques heures hier soir, c'est extraordinaire. Et ce que vous avez fait, je ne dis pas que c'est pas bien, mais je trouve que par rapport au temps que vous avez disposé et au temps qu'on lui a disposé, je trouve que mais on s'y est pris un vous peu, on auriez s'est dû pris vous tard. investir davantage. Hein. C'est sûr. On est d'accord avec vous. D'autant plus que je vous avais bien expliqué que du moment que vous étiez comment dirais-je, que vous respectiez le fond de l'affaire, moi, je ne vous avais pas interdit d'improviser. Donc, du moment que vous aviez votre aide-mémoire devant vous, ça ne devait pas être du mot à mot. Hein, ça ne devait pas être du mot à mot. Du moment que vous étiez dans l'esprit du procès, évidemment, il faut évidemment que celui qui vous donne la réplique puisse évidemment répondre à la question qui était prévue. Mais ce n'est pas important. Hein. Ici, on n'est pas dans un exercice, je dirais, dans une école de théâtre où il faut connaître son texte et tout. Vous êtes ici pour être des futurs professeurs d'histoire, et donc, si tu connais le contenu de ce que tu dois dire, tu le dis. Évidemment, il ne faut pas mettre en difficulté celui qui va suivre, parce qu'il faut que la réplique corresponde à ce qui est prévu. Mais ça ne doit pas être du mot à mot. Moi, j'aurais préféré que ce soit plus spontané, plutôt que cette référence constante au texte. Mais par contre, tu pouvais avoir sur une feuille de papier les arguments de chacune des répliques. Hein? Petit A, là je dis ça, petit 2, je dis ça, petit 3, je dis ça. Ça va? Ouais, voilà. C'est vrai que c'est aussi une difficulté des aides-mémoires en dialogue. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le sien, il faut penser aux autres dialogues. C'est ce que je viens de dire. Oui, c'est pour ça. Moi, ça a été ma difficulté, parce que j'ai voulu faire ça, mais je me suis un peu emmêlée. Et pour finir, je ne l'ai pas fait parce que j'avais mes petites fiches et tout ça. Je les ai pas faites. Alors, j'aimerais bien peut-être entendre Olivier, qui lui a dû complètement improviser ce rôle, et comment il a vécu, d'une part, le moment où on lui a annoncé les choses hier, et comment il a pu travailler, combien de temps, et se mettre dans la peau du personnage, et comment il a vécu aujourd'hui même. En fait, je l'ai appris hier, parce qu'il y avait des élèves qui n'étaient pas sûrs de venir. Donc je dis, je vais rendre service, ça serait dommage qu'ils soient prêtés ou qu'ils aient des soucis au niveau de la présentation. J'ai fait, je vais prendre le rôle. Bon, j'étais pas certain de présenter aujourd'hui, donc c'est vrai que je ne me suis pas non plus investi à ce moment-là. J'ai étudié le texte, mais comme vous dites, j'ai repris les grandes lignes des pavés de texte, et alors j'ai dit, je vais broder un petit peu pendant la présentation, je retiens des grandes lignes, et le reste, j'improviserai en essayant d'avoir un début et une fin pour que les autres, justement, puissent se retrouver. Maintenant, je comprends un petit peu leur situation par rapport à la présentation. Je pense pas qu'ils ne se sont pas investis, parce que, bon, Maxime a quand même... Non, mais, je vais développer le fond de ma pensée. Maxime a bien fait ça. Manon, je trouve aussi, même si elle avait un gros pavé de texte, parce que j'ai vu un petit peu leur dialogue, c'est vrai qu'il y en avait, c'était corsé. Quoi. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça. On n'est pas en train de refaire un procès avec des accusés et non, la défense. Je ne suis pas Berzinski, si ce soit clair. Alors continue maintenant. Non, mais sinon, comment j'ai vécu ça, je l'ai fait pour rendre service avant tout. Je me dis, ça peut être aussi une bonne expérience à faire. C'est marrant, je ne l'avais jamais fait au cours de mes 4 années à l'école normale. Mais c'est une bonne expérience. Moi, je me suis bien marré à présenter ça, donc si je dois le refaire, je le ferai avec plaisir. Chez toi, l'objectif est toujours unique. Oui, non, je me dis toujours pourquoi est-ce que l'enseignement pourrait pas être la vie. C'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Un petit peu comme les petits nains dans Blanche-Neige, chanter en travaillant. Voilà, alors maintenant, j'aimerais bien entendre la classe. Alors, est-ce que vous avez d'abord retenu quelque chose quant au fond d'affaires? C'est ça le plus important, parce que si vous faites jouer des petites scénettes comme ça avec vos élèves,
qui ont 12, 13, 14 ans, évidemment beaucoup plus court que ceux-ci, hein, ça va de soi, il faudrait qu'ils en retiennent quelque chose d'un point de vue historique. Je ne parle pas de la fiction, je ne parle pas d'expression, je ne parle pas de la mise en scène, c'est du point de vue historique. Qu'est-ce que vous avez retenu? Donc je vais interroger l'un ou l'autre d'entre vous pour me dire, ou plutôt pour expliquer à ceux qui ont présenté, hein, ce que vous avez retenu de ce procès, donc une séquence assez large, hein, de 20 minutes, a été présentée. Alors je vais peut-être commencer par Norman. Eh bien, le procès parle de 3 accusés face à un procureur. Mais j'avoue que la pièce était un peu compliquée au début. J'ai eu du mal à suivre certains passages, notamment les plus longs. Les 3 accusés donc démentent à chaque fois leurs accusations face au juge, qui est très persévérant, qui ne faiblit pas, qui veut les faire avouer et veut les accuser, et qu'ils assument enfin leurs actes pour ce qu'ils ont fait. Très bien. François, comment tu pourrais le contexte? Le contexte très difficile. Je ne pense pas que c'est le genre de matière qu'on verrait avec des élèves de l'inférieur. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément de difficultés quand toute la série des noms, dans la dernière partie, se sont suivis, des noms qui se ressemblaient énormément d'ailleurs. J'avoue, j'ai beau savoir faire 2 choses en même temps, je vais être honnête, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je vous avoue. Et c'est dû au jeu des acteurs ou par le fait que la situation est trop complexe? Je pense qu'il y a un petit peu des deux, si je peux me permettre. Entendu. Céline, as-tu vécu les choses de la même manière? Ce qui rendait vraiment ce qui était vraiment difficile à comprendre, c'est le contexte. Pas tellement, je n'ai pas tellement senti que le jeu des acteurs jouait dans la complexité de la pièce, c'est plutôt le vocabulaire utilisé et le contexte. Donc il aurait peut-être été utile que la présentation sur le contexte soit peut-être un peu plus longue pour expliquer vraiment la situation en Russie à ce moment-là, en URSS, et peut-être expliquer un peu plus la procédure et le rôle des différents acteurs pour que, voilà, on ne soit pas complètement déphasé. Au lieu de passer 3 minutes à faire la présentation, qu'on passe peut-être 5 ou 6 minutes. Quoi. Oui, peut-être. Oui? Oui. Ici, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas tellement la prestation qui m'intéresse, c'est que vous puissiez retenir un certain nombre de conseils pour que lorsque vous serez vous-même en situation d'utiliser cette méthode, eh bien, vous ayez quelque chose qui soit performant pour vos élèves et qui retienne vraiment quelque chose d'un point de vue historique. Hein. Voilà. Alors, par exemple, Benjamin, toi, qu'est-ce que tu en retiens comme expérience si tu devais un jour être amené à accrocher la classe dans le courant d'année en disant, voilà, maintenant, pendant 2 mois, on a fait des choses de tel type, je voudrais un petit peu changer ma méthode pour relancer mon cours à un moment donné, comme on a pu le faire avec une visite à Nivelles, voilà, par des méthodes différentes. Alors, qu'est-ce que tu en retiendrais? Bien entendu qu'on ne travaillerait pas sur ce sujet-là en première, en deuxième secondaire. C'est une matière qu'on voit en réto, logiquement. Hein. Vas-y. Qu'est-ce que je retiens de ce qu'ils ont fait, en fait? Plutôt, ce que tu retiens de l'expérience, pas spécialement de ce que eux ont fait, mais comment toi, tu pourrais profiter de ce que tu as pu vivre aujourd'hui pour mettre en place une séquence pédagogique de même nature avec des élèves de, disons, 2e ou 3e secondaire. Avec un autre sujet, bien entendu, une séquence plus courte. Mais qu'est-ce que tu pourrais en retenir de positif? Et éventuellement, également, comme élément qu'il ne faudrait pas reproduire. C'est ça qu'on est en train d'élaborer ici dans le cadre d'un cours de didactique et de méthodologie. Alors, de positif, je vais sans doute dire le jeu d'acteur qu'on a vu. Parce que je crois que pour les enfants, pour les élèves de 12, 13, 14 ans, c'est important de rajouter quand même une touche un petit peu d'humour à la pièce et tout ça pour qui rentre bien dans le personnage. Comme on a vu Olivier
qui a pris l'accent russe, Manon qui s'est bien énervé en faisant le procureur et tout ça. Elle se lève naturellement. Ça leur permet peut-être de mieux rentrer dans le personnage et donc de mieux comprendre le contexte historique, de vraiment bien rentrer dans l'esprit de la pièce. Donc ça c'est important de peut-être, évidemment ils n'auront peut-être jamais fait de théâtre professionnel comme François en a fait ou quoi, mais d'essayer quand même de donner cette petite touche en plus pour que déjà ce soit plus agréable à la vue et en même temps, en étant plus professionnel, ça leur permettra de mieux comprendre l'histoire parce qu'ils pourront plus rentrer en détail dedans. Donc au niveau du jeu d'acteur et au niveau de par produire, je vois pas trop. Peut-être ce que vous avez dit, éviter quand même la lecture du texte devant soi un minimum, faire travailler au moins leur mémoire et encore une fois qu'ils se rappellent plus de... Mais ça encore c'est un détail. Entendu. Alors je vais peut-être demander à Quentin maintenant, quelles seraient les consignes que tu donnerais à tes élèves si une telle pièce devait être mise en œuvre? Les conseils que tu donnerais? Déjà de travailler en groupe, parce que je trouve que étant donné que c'est un travail de groupe, c'est fort important. La première consigne, tu répartirais des groupes, ou tu dirais au moins un groupe, parce qu'on ne peut pas faire ça avec 36 groupes, on n'a pas le temps, quand on a 2 heures semaine en secondaire, et donc tu choisirais un groupe qui présenterait une pièce de théâtre, et puis quelles seraient les autres consignes immédiates que tu donnerais avant qu'ils commencent leur travail? Peut-être oui, se baser sur un texte déjà existant. Alors tu leur donnerais ce texte, parce que tu n'oublie pas que là ils seraient présents. Hein, ça, oui, dans ce cas-là, je ferai une recherche préalable pour trouver le texte, et ensuite je leur dirai de travailler sur le texte. Un peu comme moi-même j'ai fait en fait avec mon groupe pour ma pièce de théâtre en fait. Oui. Donc je me baserai un peu sur ce que j'ai fait et je leur donnerai les conseils. Et tu donnerais d'autres conseils méthodologiques, d'autres consignes? Peut-être sur les décors, les costumes, que sais-je? Parce que ou bien il serait disons que peut-être prendre des costumes, un minimum de costumes qui s'adaptent à la pièce. J'aime bien ça, hein, costumer. Ça c'est un peu à voir aussi selon leurs envies. Enfin, je veux dire, je ne jugerai pas trop les décors et les costumes du moment que moi le fond est là. Je crois que ça ira. Bon, maintenant, les costumes, il y a des choses parfois simples, vous chauffez un petit peu un bouchon d'une bouteille de vin, des choses comme ça, pour avoir des moustaches. Ça, je veux dire, je pourrais donner une consigne là-dessus, mais ce serait plus à eux d'y penser et oui, mais un peu à eux de voir. D'accord, mais ça vaudrait peut-être la peine de leur donner des idées si eux n'en ont pas, parce que les élèves aiment bien avoir le sentiment d'avoir réalisé quelque chose. Évidemment, c'est toujours mieux quand on a bien l'élève, mais parfois il faut les aider un petit peu, leur donner des conseils. Alors, l'un d'entre vous souhaite-t-il... Ah voilà, Patrick. Moi, je pars toujours dans l'optique qu'on n'a qu'une heure de cours. Moi, ce que j'aurais fait, c'est répartir, imaginons le projet de la classe, ce serait faire la pièce, mais répartir les rôles. Tel groupe s'occupe des décors, tel groupe s'occupe de reformuler un peu la pièce, parce que peut-être que le vocabulaire n'est peut-être pas adéquat. Un autre groupe ferait le son, un autre groupe présenterait la pièce, et essayer de répartir un autre groupe. Donc mettre tout le monde... Oui, c'est ça, chacun son rôle, quoi. Et ça permettrait en 1 heure de faire qu'une pièce, et de pouvoir, après, que le prof puisse faire ses commentaires, mais que la présentation ne prenne qu'1 heure, et qu'on laisse quelques heures pour préparer. Ça prend du temps, vous en êtes rendu compte. Oui, tout à fait. Et ce qui permettrait d'avoir un décor, que tout soit réuni pour la pièce, et que la répartition de travail soit à peu près équitable. Oui. Alors, Robert. Sur le message à faire passer, il ne faut quand même pas oublier non plus qu'on est dans le cadre d'une leçon, donc le groupe qui présente doit quand même faire apprendre quelque chose à d'autres, donc comme vous l'avez dit, pour la compréhension du texte, essayer d'être pertinent dans les grandes lignes de ce qu'on présente, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un travail lassant, barbant, donc ne pas faire du par cœur, quoi. Il y a une chose à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, c'est que vu le peu d'heures
l'histoire, c'est d'avoir une collaboration avec le professeur de français qui, lui, a 4 ou 5 heures, certainement. Et donc, ça permet de travailler sur le texte au cours de français, de faire des tas de choses, éventuellement qu'il y ait déjà des répétitions au cours de français, et que tout ce qui soit mis en situation dans le contexte historique, que ce soit dans le cadre du cours d'histoire, et que la partie plutôt expression se fasse dans le cours de français. Comme ça, alors là, on a 7 heures par semaine pendant 15 jours. Là, on a beaucoup plus de temps. Vous voyez, ça, c'est une solution à faire, hein, à utiliser. Alors, je ne vois plus de doigts qui se lèvent. Il y a au moins la moitié de la classe qui est intervenue. L'autre moitié, oui, même les 2 tiers sont intervenus, je crois. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite ajouter quelque chose? Alors, Maxime? Moi, je voulais juste terminer sur, en fait, je veux dire, un procès, je veux dire, le procès de Moscou, c'est pas évident à jouer, je veux dire que certains n'ont pas compris le contexte, pas tout compris. Je veux dire, on a essayé de... par exemple, Wendy, moi, mon dialogue était assez faible en dialogue, donc je faisais le narrateur. Mais Wendy avait essayé de retravailler son texte, malheureusement, elle n'est pas là, donc elle avait essayé de réduire pour un langage plus approprié. Maintenant, c'est vrai qu'on avait trouvé... il y avait un procureur, mais alors on s'était dit, soit on fait un procureur, un accusé, ainsi 2 fois, donc un autre procureur et un autre accusé, mais on s'est dit, si on a 2 procureurs et 2 accusés, les élèves vont un peu s'empêtrer. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'on a joué un procureur et 3 accusés. Maintenant, c'est sûr que le procureur a eu beaucoup de choses à dire. Maintenant, je ne sais pas si c'était la meilleure solution. Moi, je pense que on ne savait pas vraiment faire autrement. Et c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup. Maintenant, je veux bien prendre aussi la part des responsabilités. De toute façon, le cadre dans lequel nous évoluons, c'est-à-dire les ateliers de formation professionnelle, il y a le mot formation là-dedans. Ici, vous n'étiez pas là pour montrer un produit fini. Vous êtes en formation, vous êtes en première année, c'est le premier semestre de vos études. Il y aura évidemment d'autres occasions où vous pourrez progresser et affiner vos talents. Ça va de soi. Il y a peut-être une petite remarque sur laquelle je voudrais rebondir, c'est la difficulté à prononcer certains noms. Autant Viginski, ça il faut garder. Je crois que pour les autres noms, vous utilisez des noms plus simples, parce que l'objectif n'était pas de prononcer des noms slaves très difficiles. Je crois que vous auriez pu utiliser des noms russes simples, hein, vous auriez dit Ivanov ou Petrovitch, peu importe, hein, puisque l'objectif c'était que, évidemment, le nom du procureur qui existait à l'époque, mais finalement il y a eu des milliers de procès comme ceux-là. Donc il y a eu des milliers de noms différents qui ont été énoncés. Donc c'est pas tellement important. Hein. Vous dites simplement, voilà, Ivanov, Petrovitch, enfin des noms faciles à prononcer. Et là, ça vous aurait simplifié franchement la vie. Voilà. Oui, alors Olivier. Ouais, moi je voudrais qu'on applaudisse aussi M. Dufay pour sa prestation. Ouais. C'est bien essayé. J'ai compris que les examens ont lieu au mois de juin. Je sais que tu fais ça de manière tout à fait spontanée. Qu'est-ce que j'ai dit? Au mois de juin. Ah oui, mais oui, il y aura les deux. Hein. Donc je sais bien que tu fais ça de manière tout à fait spontanée et que c'est pas avec un objectif que tu le dis, mais franchement, comme toi, enfin sauf que toi tu avais quand même pu lire le texte avant, moi je l'ai tout à fait découvert, donc je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dedans, mais je l'ai fait bien volontiers, vous avez bien compris, hein, pour ne pas mettre un étudiant comme ça en difficulté ici, qui lui n'aurait aucune préparation. Quoi. Ça va? Bon. Alors, on termine là-dessus.